Pourquoi avoir choisi ce thème de l'alimentation? C'est parce que le thème de l'alimentation se situe au carrefour de deux pensées, l'universel et le particulier, le global et le local. La question de l'alimentation nous renvoie au fait qu'il y a un grand nombre d'êtres humains sur Terre qui ne mangent pas à leur faim, et en même temps, elle renvoie au local, à la Lozère, où nous avons des espaces naturels de qualité qui pourraient, dans un autre type de production, avec la transition écologique, notre département pourrait être un exemple, un précurseur de ce que pourrait être, de ce que devrait être une alimentation au service des êtres humains, de la santé en termes de quantité et de qualité. Alors, cette question de l'alimentation est aussi une bonne porte d'entrée vers le programme que nous défendons lors de ces élections législatives, l'avenir en commun, puisqu'elle pose la question écologique, de la qualité de l'alimentation et de la préservation de notre écosystème. Elle pose aussi la question sociale, parce que comment voulez-vous réussir une transition écologique si la moitié de la planète n'a pas accès à l'eau potable ou meurt de faim? Et ensuite, elle pose la question démocratique, parce qu'au-delà des députés, au-delà du pouvoir du Premier ministre, il s'agit de reprendre le pouvoir en multinationales qui nous dirigent, que ce soit Vinci, Total, Areva, Monsanto et les autres. Donc c'est une question démocratique qui est centrale, parce qu'on ne pourra rien faire sans cela. Voilà. Maintenant, je crois que j'ai assez dit et je vais laisser la parole à Paul pour poursuivre et approfondir tout ce que je viens de dire. Bonsoir, je remercie France Insoumise et nos deux candidats et je vous remercie de votre présence. J'assume totalement mes deux casquettes, celle du politologue spécialiste de la mondialisation et celle du citoyen engagé, comme sans doute un certain nombre parmi vous. J'ai été notamment pendant une dizaine d'années responsable d'une toute petite ONG, le Centre Europe Tiers-Monde, dont la devise est « Il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé ». Et au titre de cette ONG, j'étais membre de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, où je m'occupais notamment de la question du droit à l'alimentation. Le logo de la France Insoumise que vous avez derrière moi est un appel au sens des limites. Un appel au sens des limites au moment où les inégalités sociales explosent et au moment où nous dépassons, chaque 8 août, les capacités de régénération de la planète. Vous verrez que ce sens des limites, ce sens de l'harmonie, est le fil rouge de l'histoire de l'alimentation humaine. France Insoumise propose une autre façon de faire de la politique, en partant notamment du vécu, de l'ordinaire, du quotidien. Et quoi de plus quotidien que l'alimentation? Faire de la politique à partir des grandes questions abstraites, c'est trop souvent faire de la politique du point de vue des dominants. Faire de la politique à partir du vécu, du quotidien, c'est se mettre en capacité d'entendre ce que les 99% ont dans la tête, ce à quoi ils rêvent, mais aussi les modes de vie qu'ils expérimentent. France Insoumise est du côté de ceux qui, depuis des décennies, proposent de nouvelles politiques agricoles et pour défendre une agriculture de proximité, une agriculture biologique, et permettre à l'ensemble des humains de vivre bien. Mais nous savons que rien ne sera possible sans inventer à côté de ces nouvelles politiques agricoles de nouvelles politiques alimentaires. Ces politiques alimentaires, vous le verrez, ont été essentielles jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à la victoire du libéralisme. Et nous avons oublié au XXe siècle ces politiques alimentaires en acceptant avec le productivisme agricole le mode de vie capitaliste qui est aussi une façon de penser notre alimentation. Le philosophe de l'Antiquité, Démocrite, disait que le poisson qu'on mange ensemble n'a pas d'arête. Le poisson qu'on mange ensemble n'a pas d'arête, et c'est cette maxime que j'aimerais mettre au cœur de ma réflexion avec vous. Nous connaissons aujourd'hui une double révolution alimentaire. La première révolution,
c'est celle du contenu de l'assiette. Que mangera-t-on demain? Alors il y a un débat entre les experts pour savoir si le taux de renouvellement va être de 70% ou de 90%. Je dirais peu importe. Ce qui est certain, c'est que nos enfants, nos petits-enfants, ne mangeront pas comme nous. Mais vous me direz avec raison que nous-mêmes, nous ne mangeons pas comme mangeaient nos parents et nos grands-parents. Mais ce qui est nouveau, c'est à la fois l'ampleur, le rythme, mais aussi la nature de cette évolution. C'est-à-dire que cette métamorphose, elle ne répond plus d'abord à des évolutions culturelles, elle ne répond même pas d'abord à des évolutions climatiques, mais à des évolutions techniques, à des évolutions économiques. Cette révolution du contenu de l'assiette, vous la connaissez, c'est celle des OGM, des alicaments, des aliments restructurés, bref, des biotechnologies alimentaires. Je voudrais donner quelques exemples plus précis de cette première évolution dont le maître mot est la dénaturation des produits et leur industrialisation. Je parlais d'alimentation restructurée. Par exemple, la viande restructurée, c'est plus de 54% de la viande consommée actuellement aux États-Unis. La viande restructurée, ce n'est pas de la viande hachée. Au départ, j'ai un véritable animal avec ses os, sa peau, ses viscères. Je mets cet animal dans une grosse machine qui va le broyer et en faire une solution aqueuse, semi-liquide, une sorte de bouillie. Et ensuite, je vais refibrer, retexturiser, réaromatiser, recoloriser et faire un faux rôti de bœuf presque plus vrai que nature, puisque je vais demander aux gens, pour vous, un rôti de bœuf, ça quelle couleur? Rouge carmin, pas de problème, je vous le fais. Mais il n'y a pas que la viande qui est restructurée. Si parmi vous, certains ont la fâcheuse habitude d'aller dans ce que je nomme les néfastes foods, et si vous consommez un Big Mac, à l'intérieur d'un hamburger, vous avez de l'oignon. Oui, mais c'est de l'oignon restructuré. Là encore, on prend des milliers d'oignons, on va les broyer, en faire une solution aqueuse, et on va restructurer pour en faire des planches d'oignons. Vous allez me dire, mais pourquoi fait-on ça? Parce que les oignons, ça a la mauvaise habitude de ne pas avoir toujours le même goût. Ça dépend de la variété d'oignons, ça dépend de la qualité du sol, de la quantité de soleil et de pluie. Vous allez me dire, c'est extraordinaire. Ça diversifie le goût. Oui, vous avez raison. C'est vrai du point de vue du mangeur, mais ce n'est pas vrai du point de vue de la logique industrielle qui est celle de McDo. Mais les aliments restructurés, ce n'est pas simplement le seul aspect de ce qu'on nous annonce. Il y a également, pour demain matin, la cosméto-food, mais il y a également les OGM, pas ceux seulement que vous connaissez de la première génération, mais les OGM deuxième et troisième génération. Par exemple, la mutagénèse. Il s'agit de provoquer des mutations génétiques par des chocs chimiques qui sont imposés aux semences et aux plantes afin de fabriquer des souches résistantes aux herbicides. Et ces mutations ne rentrent pas dans le cadre juridique des OGM, donc ne sont pas soumis à contrôle. C'est déjà 1700 variétés et 3000 espèces qui sont concernées. Mais il n'y a pas que la mutagénèse comme OGM caché, c'est aussi la cisgénèse. Cette fois, il s'agit de transférer des gènes entre des organismes qui pourraient se croiser naturellement. Vous avez sans doute déjà mangé des produits cisgéniques sans le savoir. Par exemple, des pommes cisgéniques qui ont été modifiées pour ne plus brunir une fois qu'on les épluche. Ou des melons cisgéniques à maturité retardée, ce qui permet de les conserver plus longtemps dans les flux du commerce mondial. Mais il n'y a pas que les OGM, il y a aussi l'irradiation, la ionisation, comme on dit pour faire bien, des aliments. Il s'agit d'irradier des aliments vivants pour les rendre inertes.
L'objectif, là encore, c'est de permettre de renforcer le commerce mondial, donc de détruire l'agriculture de proximité. Autre innovation, pas pour demain, ça a déjà commencé, les nano-aliments. Les nano-aliments, c'est une des branches de la fameuse révolution NB qu'on nous annonce pour demain matin. Les nano-aliments, ce sont des particules de l'ordre du millionième de millimètre. On a par exemple fait pousser des plants de café à très fort rendement, mais immondes. Eh bien, on va coller des nanocapsules sur la poudre ou les grains de café. Et lorsque vous versez de l'eau chaude, ces nanocapsules explosent et libèrent de l'arôme. Alors, je parle d'arôme, précisons que si vous voyez sur un produit actuellement arôme naturel, vous vous dites arôme naturel, ça veut dire arôme tiré de la nature. Oui, vous aviez raison il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. On a fait évoluer le droit pour qu'il réponde aux intérêts des grandes firmes. Arôme naturel, ça veut dire arôme qui a son équivalent dans la nature. Donc l'arôme naturel, ça peut être totalement issu de l'industrie biotechnologique. Mais toutes ces monstruosités agricoles ne sont que des signes avant-coureurs de mutations beaucoup plus grandes. Il y a 2 rapports récents d'académies militaires. Les militaires sont des gens sérieux et donc ils s'intéressent à la question de l'alimentation de la population mondiale. L'Académie militaire de Grande-Bretagne et l'Académie militaire du Canada nous disent qu'on va bientôt en avoir fini avec ce lien qui a presque toujours existé entre l'alimentation et l'agriculture. Demain, l'alimentation ordinaire des 99% sera totalement issue des biotechnologies. Alors, ce n'est pas la fin de l'agriculture, d'après les puissants, puisqu'il faudra toujours, effectivement, alimenter les 1%. Et puis, permettre à monsieur et madame tout le monde de se payer de temps en temps un produit naturel. Mais tout le monde, aujourd'hui, est convaincu que le système agricole dominant va dans le mur. Sauf que la thèse dominante, c'est celle qu'il serait possible de sauter par-dessus le mur et d'aller vers ces biotechnologies alimentaires. Le maître mot de cette deuxième révolution, c'est la déstructuration complète de la table. On mange de plus en plus n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, et j'ajouterais, vous le verrez, au regard de l'histoire, avec n'importe qui. La grande question dans l'histoire était effectivement de savoir avec qui je mangeais. Mais cette déstructuration de la table passe déjà par sa désymbolisation. La table a toujours été conçue comme un langage. C'est-à-dire que la table sert à exprimer quelque chose. Manger chinois, ce n'est pas, par exemple, manger du riz avec des baguettes. Ça, c'est l'apparence. Manger chinois, c'est savoir que chaque mets, de par sa forme, de par sa consistance, de par son mode de cuisson, de par sa couleur, signifie quelque chose. Que par exemple, pour un repas amoureux, il faut obligatoirement manger des mets arrondis, parce que la sphère est le symbole de l'amour. Que pour un repas d'anniversaire, il faut obligatoirement offrir des mets allongés, comme des vermicelles, parce que c'est une promesse de longévité. C'est-à-dire que la table signifie quelque chose, mais nous sommes encore un certain nombre en France à manger, par exemple, une bûche, souvent au chocolat, à Noël. Pourquoi mange-t-on une bûche à Noël? C'est en souvenir de cette pratique multiséculaire qui consistait au changement d'équinoxe à brûler une bûche de bois dans sa cheminée. Et si ce bois qu'on choisissait suffisamment vert durait jusqu'au petit matin, eh bien c'était une promesse de fécondité pour la terre et pour les femmes. C'est-à-dire que la table, ici, exprimait quelque chose. Si la table ne nous parle plus, la seule façon de faire la fête, c'est soit de faire bombance, c'est-à-dire de gaspiller, soit se tourner vers les mets les plus chers.
On le voit, la question de la symbolisation, la question de la re-ritualisation de la table est un enjeu écologique, est un enjeu humain, un enjeu social extraordinaire. Quel est aujourd'hui le plat le plus consommé au monde? Ce n'est pas le Big Mac, c'est la pizza. Mais comment a-t-on mondialisé la pizza? On l'a tout simplement privée de ce qui était trop typique, c'est-à-dire de l'ail et du basilic frais. On en a fait une sorte de pâte sur laquelle on peut mettre presque n'importe quoi, y compris de l'ananas. Mais cet appauvrissement culinaire, culturel de la pizza, c'était la condition de sa globalisation. C'est-à-dire qu'il a fallu appauvrir les produits pour pouvoir développer le commerce mondial. Heureusement, je dirais, monsieur et madame tout le monde résistent. Et nous savons bien que la table ne s'adresse pas simplement au corps biologique. Lorsqu'on mange, ce n'est pas simplement pour se nourrir. La table s'adresse aussi au corps onirique. On y a du plaisir. Et on verra que la table s'adresse aussi au corps social et au corps politique. Prenons un exemple, le repas amoureux. Lorsqu'on est amoureux, on aurait tellement d'autres choses à faire que passer à table. Et pourtant, on passe à table. C'est bien la preuve que quelque chose d'essentiel se joue derrière cette pratique. Avec mes étudiants, on a suivi depuis 20 ans l'évolution des repas amoureux. Et on voit par exemple comment en pizzeria, on va commander 2 pizzas différentes, on tranche ces pizzas et on s'offre ces moitiés de pizza. C'est-à-dire cet échange de moitiés de pizza, c'est une promesse d'amour. Là, c'est merveilleux parce que nous sommes effectivement, au-delà de la nutrition, nous sommes dans l'humain, nous sommes dans le symbolique. Je voudrais maintenant rapidement parcourir avec vous 2 millions d'années d'histoire de l'alimentation. C'est très important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et plus on regarde loin dans le passé, plus on a de chances de comprendre où on va, pas simplement demain matin, mais après-demain. Et vous allez voir que presque tout ce qu'on a dans la tête est faux, parce qu'on a oublié cette dimension politique de la table. Alors quelques mots tout d'abord sur la préhistoire. Vous verrez que la politique, au sens noble, est née autour des affaires d'alimentation. Et qu'il ne faut pas avoir une vision misérabiliste de l'alimentation durant la préhistoire. Nos plus lointains ancêtres étaient déjà de vrais humains, c'est-à-dire qu'ils savaient ce que manger voulait dire. Ils ne mangeaient pas seulement pour vivre, ils vivaient pour manger, c'est-à-dire qu'ils recherchaient du plaisir. Première période, le paléolithique, moins 2 millions d'années à moins 7000 ans. Nos plus lointains ancêtres ont d'abord été végétariens, puis ils sont devenus omnivores. Cette consommation accrue de viande, c'est la première grande rupture dans l'histoire de l'humanité, car elle a obligé au partage et à la coopération. Il y a une formule qu'utilisent les préhistoriens, qui est de dire qu'un chasseur ne mange jamais son propre gibier. Et cette première période a été celle aussi de la naissance des premiers grands banquets. Et ces grands banquets étaient alors totalement égalitaires. Cette période, c'est celle de l'invention de la logique du don et du contre-don, puisqu'à partir du moment où on chasse de grandes quantités de viande, eh bien on ne peut plus simplement la consommer dans la tribu ou la lignée, mais il faut des échanges de groupe à groupe. Cette période, c'est aussi celle où on invente les premiers stocks alimentaires. Mais là encore, il ne faut pas avoir une vision misérabiliste. On sait aujourd'hui que dès le paléolithique, ces stocks représentent 1 an de consommation, en plus de l'année en cours. Les stocks alimentaires, ça a été le premier bien commun de l'humanité. Alors comment pouvait-on stocker? On stockait par dessiccation, par des séchages au soleil. On stockait par congélation. Eh bien oui, compte tenu du climat, les terres et les eaux étaient gelées. On stockait par salage, par enrobage de graisse, d'argile, de miel, de sucre. On savait utiliser des herbes
ayant une fonction fongicide. Grande innovation aussi à ce moment-là, c'est le développement de la cuisine. La cuisine apparaît bien avant la maîtrise du feu. La cuisine, c'est l'assaisonnement. Dès qu'il y a assaisonnement, c'est qu'il y a recherche du plaisir. Et on a commencé à utiliser, bien avant le feu, des pierres chauffées préalablement au soleil. D'ailleurs, on ne cesse d'anticiper la date d'invention de maîtrise du feu. Quand j'étais étudiant, on nous disait moins 6000 ans. Aujourd'hui, on dit plutôt moins 1 million d'années. Cette période, c'est celle de la naissance de la véritable première cuisine, c'est-à-dire du bouillon gras, ancêtre de toutes les préparations culinaires. Cet amour du gras, ça a été un des traits majeurs dans l'histoire de l'humanité. Et je vous montrerai tout à l'heure comment ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on a commencé à diaboliser le gras et la graisse, et comment ça s'est fait en même temps qu'on a diabolisé la sexualité. C'était le point de vue des puissants et des dominants pour empêcher le petit peuple d'accéder au plaisir. Deuxième période, pour aller vite, le Mésolithique, de moins 7000 ans à moins 3000 ans. Le climat devient plus doux dans ce qu'est devenu la France aujourd'hui, donc l'alimentation peut devenir essentiellement végétale. Et on peut même parler d'une véritable civilisation végétale, c'est-à-dire que les végétaux sont travaillés pour les rendre comestibles avec des lavages prolongés, tranchage, séchage, rôtissage, fermentation, mélange. Première grande innovation de cette époque, c'est le début de ce qu'on nomme les banquets de compétition. C'est-à-dire que l'aliment devient un bien de prestige. L'alimentation devient un marqueur de hiérarchie sociale. Regarde, j'ai une plus grosse baie que toi. C'est-à-dire que c'est le début, effectivement, de la division de la société. Et ce début de la division de la société humaine s'est fait notamment par la mainmise sur les stocks alimentaires par une petite minorité. La grande question qui a occupé les préhistoriens au XXe siècle, c'est comment les 99%, comme on dirait aujourd'hui, ont-ils accepté de se laisser voler les stocks alimentaires. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette appropriation des stocks alimentaires a été parallèle au développement du phénomène religieux et a été parallèle aussi à l'invention des premières boissons fermentées. Les premières boissons fermentées, c'est la découverte de l'ivresse. Sauf qu'une petite minorité va s'approprier le monopole des boissons fermentées et de l'ivresse sous prétexte que ça lui permet de communiquer avec les forces obscures, les forces du passé, avec les morts, et en échange de ce pouvoir que se donne une petite minorité, eh bien, on va accepter de se laisser déposséder. Le grand préhistorien Brian Aden a avancé ce qu'il appelle la thèse du triple A concernant la naissance de ses premiers chefs dans l'histoire de l'humanité. Triple A parce que ces premiers chefs étaient avides, agressifs, accumulateurs. Ça n'a pas beaucoup changé depuis la préhistoire jusqu'à Macron. Troisième période, la table du néolithique. Vous connaissez la thèse classique, la sédentarisation aurait permis le développement de l'agriculture et de l'élevage. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont faites. Il existait déjà des sociétés de chasseurs-cueilleurs sédentaires. D'ailleurs, le passage à l'agriculture n'avait rien d'obligatoire. Ce n'est pas la population qui habitait sur place qui est passée du stade de chasseurs-cueilleurs au stade d'agriculteurs. Il y a eu un remplacement de population par des groupes humains venus de l'Est. Cette table du néolithique, ça a été, bien sûr, l'invention de l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas la poursuite de la cueillette avec d'autres moyens. Dès le départ, il y a eu une hyper-spécialisation. Dès qu'on sait cultiver 3 ou 4 variétés, on oublie toutes les autres. Et on fragilise l'humanité. C'était aussi le début de l'élevage. Mais l'élevage, à l'époque, ce n'est qu'un sous-produit de l'exploitation laitière
ou lainière, parce que l'élevage ne présente par rapport à la viande aucun avantage par rapport à la chasse. Le développement de l'agriculture a produit un changement de mentalité, puisque dès qu'il y a eu développement de l'agriculture, le thème qui est devenu dominant, c'est le thème de la renaissance végétale, et donc pourquoi pas humaine. Le passage à l'agriculture, ça a été aussi le développement des inégalités, le développement de la chefferie. Et de ces tables du néolithique aux tables de l'Antiquité, le passage est assez direct. Je voudrais dire simplement quelques mots des tables de l'Antiquité. Vous verrez que nous sommes encore largement tributaires, aujourd'hui en France, des tables de cette Antiquité. Cette période, c'est la naissance des premiers États-cités, le développement du clivage entre une petite minorité, l'élite, politique, économique et religieuse, et d'un autre côté, le peuple. Et dès cette époque apparaît un principe qui est celui du séparatisme alimentaire. Jamais plus les puissants n'accepteront de manger la même chose et de la même façon que monsieur et madame tout le monde. À Sumer, à Babylone, il y a ceux qui mangent accroupis, il y a ceux qui mangent assis sur un tabouret, il y a ceux qui mangent sur une chaise, ceux qui ont droit à un fauteuil, ceux qui ont droit à un fauteuil avec des coussins, ceux qui ont droit à un fauteuil avec des coussins et une peau de bête sauvage. La table est l'occasion de dire sa puissance. Vous allez voir que si on regarde l'Égypte antique, la Grèce antique et la Rome antique, nous sommes largement redevables de cette époque. En Égypte antique, il existait un seul hiéroglyphe, un seul dessin pour dire manger et parler. C'est-à-dire que les vieux Égyptiens avaient compris le rapport entre les deux oralités quelques millénaires avant Freud. Je mange égale je parle. Le pain, qui est à cette époque le symbole de la vie éternelle. Et pour les grandes occasions, on va mélanger à la farine de la poudre minérale, c'est-à-dire de la pierre concassée, parce que rien n'est plus dur, donc rien n'est plus éternel que la pierre. Et manger de la pierre, en même temps que son pain, c'est bien dire son éternité. Les vieux Égyptiens inventent aussi le vin comme symbole de l'humanisation, parce que les dieux égyptiens, contrairement aux dieux grecs et romains, sont réputés ne pas aimer l'alcool. Boire du vin, c'est rappeler à l'homme quelle est sa place entre les dieux et les animaux. Ce qu'on doit ensuite à la table grecque, c'est la notion de partage. En grec ancien, il existe un seul mot d'aï pour dire manger et partager. Il est interdit de manger seul. Être surpris en train de manger seul, c'est le déshonneur. Et dans ces sociétés, le déshonneur, ça ne pardonne pas. C'est soit l'exil, soit le suicide. Sauf que les Grecs anciens n'étaient pas stupides. Ils savaient très bien que parfois, on était obligé de s'alimenter alors qu'on n'avait personne pour partager. Donc, ils ont introduit une différence entre la nutrition et l'alimentation. Lorsque je mange pour satisfaire simplement le corps biologique, je peux le faire seul, mais ça doit être obligatoirement des restes, obligatoirement froid et obligatoirement assis ou debout. Autrement, l'alimentation, qui va permettre largement de constituer la société démocratique. La Grèce invente la démocratie au sens moderne, et il n'y a pas de pièce d'identité. Pour savoir si on est citoyen, eh bien, il faut savoir si on est admis au banquet. Les repas dans la Grèce antique sont structurés en deux temps. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le depnon, qui est consacré aux aliments solides. Et le depnon doit obligatoirement se terminer avant le coucher du soleil. Pourquoi ça? Parce que ce qui est solide, c'est réputé relever du principe masculin. Et ce qui est masculin, c'est solaire. Durant ce premier moment consacré aux aliments solides, la grande question, c'est de savoir avec qui on va devoir partager. Il y a 3 types de convives obligatoires. Celui qui organise le repas, et ses proches, ses amis,
Et puis, il y a une troisième catégorie de participants. Le mot est resté en langue française avec un sens un peu dévié. C'est ce qu'on appelle à l'époque les parasites. Les parasites, c'est des gens dont le métier est de s'inviter à votre table. C'était le plus souvent d'anciens esclaves affranchis. Parce que partager avec quelqu'un qui a une tête qui vous revient, ça tout le monde en est capable. Mais partager avec n'importe qui, c'est beaucoup plus méritant. Alors, en Grèce antique, on a beaucoup réfléchi sur ce que devait être le repas politique par excellence. Donc, bien sûr, pour les grands banquets, cuisine du sacrifice. On devait obligatoirement sacrifier des animaux. Et à ce moment-là, il y avait un risque, qui est des morceaux nobles et des morceaux moins nobles. Donc, le plat démocratique par excellence, c'était la fricassée. Parce que tous les morceaux équivalaient. Deuxième moment du repas, après le coucher du soleil, c'était ce qu'on appelait le symposium. Le moment consacré à la circulation de la parole et du vin. Alors vous savez que dans l'Antiquité, sauf les Gaulois, on en parlera plus tard, mélangeaient le vin et de l'eau. Alors souvent on dit c'est parce que leur vin était mauvais. Ouais, mon œil. Non, c'était pour une raison politique. On a les textes de l'époque. S'il fallait mélanger le vin et l'eau, c'était pour rappeler l'obligation de métissage. Il n'y a pas de société politique, il n'y a pas de société démocratique sans métissage. Alors comment mangeait-on et comment buvait-on? Vous vous rappelez des représentations classiques où on voit nos très lointains ancêtres manger allongé, semi-allongé. Nous, lorsqu'on mange allongé, on mange vautré. On fait n'importe quoi. C'est pas très grec. En réalité, si on mangeait allongé, et on verra que tout le monde n'avait pas le droit de manger allongé, c'est parce que dans l'Antiquité, on était convaincu que lorsqu'on était allongé, cela détendait les muscles du dos. Ça, c'est vrai. Et ils en déduisaient que ça permettait de libérer l'esprit. Si on mangeait allongé, c'était pour pouvoir penser, pour pouvoir philosopher. C'est la raison pour laquelle les esclaves et les femmes n'avaient pas le droit de manger allongé. On ne disait pas qu'une femme ne savait pas penser, on disait qu'il fallait surtout pas qu'une femme pense. Et ça n'a pas beaucoup changé, effectivement. On a vu que ce que l'on doit à la table égyptienne, c'est cette notion de langage. Ce qu'on doit à la table grecque, c'est la notion de partage. Ce qu'on doit à la table romaine, c'est la notion de plaisir. Les Romains vont reprendre la dimension de partage à la table grecque, à la dimension de langage à la table égyptienne. Mais il n'y a aucune civilisation dans l'histoire qui a autant dépensé pour son alimentation que les Romains dans l'Antiquité. À tel point que la République, puis l'Empire, vont devoir faire des lois qu'on appelle des lois somptuaires. Des lois qui sont conçues pour limiter les dépenses alimentaires. On dit par exemple, pour un repas de mariage, c'est tant d'argent. Pour un repas entre copains, c'est tel plat et pas tel autre. Oui, mais on est d'accord que si on fait des lois, c'est bien pour les faire appliquer. Et donc on va créer des brigades spécialisées de police. Vous êtes tranquillement assis chez vous, ça tape à la porte, c'est une descente de police, et on vient vérifier ce qu'il y a dans votre assiette. Alors bien sûr, nous, ça nous choque, mais parce que nous avons perdu toute notion que l'alimentation ne nous engage pas simplement individuellement, mais nous engage collectivement. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les Romains ne cesseront jamais de tricher, et qu'ils vont pour cela développer ce qu'ils appelleront la cuisine des métamorphoses. Il s'agit de manger des choses interdites en leur donnant l'apparence, la forme, le goût de choses autorisées. Là encore, s'ils se font prendre, eh ben, ils sont punis. Mais ce que l'on doit aussi à la table romaine, c'est l'instauration d'un véritable service public de l'alimentation. Rappelez-vous, dans vos cours d'histoire, la fameuse devise sur le pain et les jeux. Et chez nous, lorsqu'on nous dit chaque Romain avait le droit au pain gratuit et aux jeux gratuits, on regarde un peu ça avec condescendance, comme on nous parle aujourd'hui des assistés. Hein. Mais dans le contexte politique de l'époque, on ne pouvait pas faire mieux comme service public. Et d'ailleurs, quand on parle de pain gratuit pour tout le monde, c'était pas que le pain, c'était les légumes, c'était la viande, c'était l'eau. Et on a débattu pendant 2 siècles et demi pour savoir s'il fallait donner le vin gratuit.
Et là, les puissants ont dit non, il ne faut quand même pas exagérer. Donc on avait effectivement ce service public de l'alimentation. Alors bien sûr, ce service public de l'alimentation, il reposait, il ne faut pas le cacher, sur le colonialisme, sur le pillage par la République et l'Empire romain, notamment de l'Afrique du Nord. J'avance dans l'histoire, la table gauloise. Le vrai scandale pour les Grecs et les Romains, ce n'est pas le fait que les Gaulois boivent leur vin comme de la bière, c'est-à-dire pur. Le vrai scandale, c'était que les Gaulois, qui étaient réputés, c'était vrai, pour être les meilleurs éleveurs, les meilleurs agriculteurs de l'époque, étaient restés en même temps des chasseurs et des cueilleurs. On avait donc deux périodes historiques qui se chevauchaient. Le principe politique de la société gauloise, c'était le clientélisme. C'est-à-dire, pour être désigné, pour être élu chef, il fallait nourrir son peuple. Et il fallait nourrir son peuple pendant plusieurs mois par an. On a même eu quelques chefs gaulois qui ont nourri leur peuple pendant presque toute l'année. Tu t'es approprié les stocks, mais en échange, tu nous dois une ration alimentaire. Là où ça devient moins intéressant, c'est que les Gaulois vont inventer un principe politique concernant l'alimentation qui est l'obligation de gaspillage. C'est-à-dire, lors de ces grands banquets, il faut gaspiller. On sait que plus de la moitié des amphores étaient enterrées et détruites sans être bues. Presque la moitié des animaux étaient enterrés avant d'être consommés. Gaspiller, c'est montrer son pouvoir. Gaspiller, c'est montrer sa puissance. Est-ce que ça a beaucoup changé? Quand on pense aujourd'hui que 36% de l'agriculture mondiale est gaspillée aux différents stades, production, transport, conditionnement, distribution, et chacun dans son frigo. Quand on sait qu'en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, c'est plus de 40% de l'agriculture qui est gaspillée. C'est bien une façon de montrer notre pouvoir et notre puissance, notamment vis-à-vis des peuples du Sud. Après la table gauloise, la table mérovingienne. Ah ça, j'aurais bien aimé être mérovingien. Table d'abondance, d'extrême diversité. Le mérovingien, il aime manger. Il mange beaucoup et il mange différemment que les nouvelles élites, c'est-à-dire les Francs. Alors déjà, les mérovingiens, ils mangent assis à table, autrement dit, à la façon des femmes et des esclaves. Et les mérovingiens, ils partagent leur repas avec les femmes et les enfants. Mais là, il va y avoir un mauvais coup qui va être joué. C'est l'alliance entre l'Église et le seul peuple non chrétien, c'est-à-dire les Francs, pour combattre le paganisme gaulois. Et dès cette époque-là, on va abuser du péché de gourmandise. Dans la théologie, au départ, le péché de gourmandise, c'est le fait de faire de son ventre son propre Dieu. Mais dès cette époque-là, les puissants vont en faire autre chose. Et on parlera du péché de Goula, de gueule. Le péché de Goula, c'est le fait de désirer manger au-dessus de son statut social. C'est le fait que les gens ordinaires désirent manger comme les puissants. Et ça va être la grande caractéristique de la table de la féodalité, avec un classement religieux des aliments. Les racines, tout ce qui pousse sous la terre, les racines sont plus proches de l'enfer. Donc, c'est bon pour ce qu'on appelle les vilains, le petit peuple. Les aliments, comme les haricots, les tomates, qui poussent sur la terre, ont un statut social un peu meilleur. Donc, c'est bon pour des paysans un peu aisés. Les animaux, comme les lièvres qui courent sur le sol, c'est bon pour ceux qui ont déjà un peu de fortune. Et plus on est riche, plus on doit manger des animaux qui sont proches de Dieu. Et rien n'est plus proche de Dieu que les oiseaux, et notamment les oiseaux qui volent le plus haut dans le ciel. Et dès cette époque, vous voyez, on a tout un discours qui est justifié par l'Église, mais justifié aussi par les autorités universitaires, scientifiques, pour dire qu'il ne faut surtout pas que les 99%
les gens ordinaires mangent de la viande, parce que ça serait mauvais pour eux. C'est-à-dire que leur organisme n'est pas fait pour le digérer. Et quand on voit ce lointain passé, on comprend les difficultés pour développer aujourd'hui une alimentation moins carnée. Je voudrais vous montrer maintenant comment la table que nous connaissons est tributaire de 3 coups politiques essentiels. Premier coup politique, c'est la table monarchique. La monarchie absolue avec Louis XIV. Louis XIV qui se veut le roi soleil, la France, fille aînée de l'Église, la France a une langue, une littérature, nous avons une architecture, nous avons également une musique, une danse, nous avons même des jardins dits à la française, mais on n'a pas de cuisine. Quand on veut bien manger à l'époque, on mange italien. Ce qui fait quand même un peu désordre pour la nation politique qui se veut au centre du monde. Et donc Louis XIV va convoquer une sorte de commission de spécialistes, plusieurs centaines de personnes, des agronomes, des philosophes, des théologiens, et va dire inventer la table française. Volonté politique, volontarisme politique. Je simplifie, ça a donné cuisine italienne plus l'art des sauces. D'où l'importance des sauces dans la cuisine française. Et puis, c'est l'époque où on accorde aussi toute l'importance qu'on connaît encore à la pâtisserie. Pourquoi a-t-on autant développé la pâtisserie en France? C'est pour des raisons politiques et philosophiques. À l'époque, la pâtisserie est considérée comme une branche de l'architecture. C'est l'étude des formes parfaites. Rappelez-vous, à l'entrée des temples de philosophie dans la Grèce antique, c'était marqué que nul ne pénètre ici s'il n'est géomètre. Eh bien, manger de la pâtisserie, c'est affirmer le pouvoir de la raison contre l'obscurantisme. C'est le moment où on va inventer aussi le vin politique par excellence, celui de la monarchie absolue, le champagne. Deuxième coup politique énorme, je vais vite, la philosophie des Lumières, l'humanisme. Les philosophes des Lumières se disent, c'est pas avant tout dans des ouvrages de philosophie qu'on va développer la capacité de jugement. Ça, c'est vrai pour une minorité. C'est à table. Si les gens apprennent à différencier les saveurs, le sucré, le salé, l'amer, etc., il y a plus de chances qu'ils apprennent aussi à différencier les idées. Si les gens apprennent à bien manger, il y a plus de chances, là j'anticipe sur la situation, qu'ils votent bien. Également. L'encyclopédie Diderot. L'encyclopédie Diderot traite beaucoup d'alimentation. Et elle nous dit la bonne alimentation, c'est l'alimentation populaire. Parce que le bon goût, c'est celui du peuple. Ça, c'est sacrément révolutionnaire. On avait toujours dit l'inverse. L'encyclopédie réaffirme bien sûr l'amour de la pâtisserie, c'est-à-dire l'amour de la géométrie, l'amour de la rationalité, contre l'obscurantisme religieux. Et puis l'encyclopédie affirme le refus de la viande. Mais pour de nouvelles raisons. Il ne s'agit pas de dire au peuple qu'il n'a pas le droit à la viande. Dans l'encyclopédie Diderot, la viande, c'est le symbole de la violence, de toute violence. Et la Révolution française va essayer de traduire politiquement la philosophie des Lumières. Avant la Révolution française, on papillonnait. On apportait tous les plats en même temps. Ça, c'est agréable de papillonner. Mais ça ne se pense pas. Condorcet disait qu'il fallait marier la République du ventre avec la République du cœur et la République de la raison. Et donc, on va inventer, imposer le service ternaire que vous connaissez. Entrée, plat principal, dessert. Parce que ça permet de penser son alimentation. Avant la Révolution française, on mangeait plus ou moins chaud, plus ou moins froid. C'est agréable, mais ça ne se pense pas. On ne peut penser que des oppositions. Et donc on va généraliser l'opposition du chaud et du froid. Avant la Révolution française, on adorait ce qu'on appelait le mélange, sucré-salé. Sucré-salé, c'est excellent, mais ça ne se pense pas. À partir de la Révolution française, les plats seront sucrés ou salés. Et la Révolution française va donner aux instituteurs 3 missions.
Première mission, apprendre aux enfants à lire et à écrire. Apprendre à écrire, c'est nouveau. Avant la Révolution française, les enfants du peuple apprenaient simplement à lire. Ils n'avaient pas besoin d'écrire, puisque écrire, ça sert à donner des ordres. Eux sont simplement là pour exécuter. Donc apprendre à lire et à écrire, apprendre à compter et apprendre à différencier les saveurs, sur le modèle de ce qu'on avait vu pour la philosophie des Lumières. Mais la Révolution française, vous le savez, elle va également établir, dès cette époque, ce qu'on appelle la loi du maximum. L'alimentation, ce n'est pas une marchandise comme une autre. Tout le monde doit avoir le droit à l'alimentation, donc il va falloir mettre des maximums aux différents prix alimentaires. Chacun doit pouvoir se nourrir à volonté. Le grand responsable de la commission d'approvisionnement à cette époque, c'est Kracus Babov. Kracus Babov, donc le père du babouvisme, le père de l'idée du communisme. Et donc on trouve, dès cette époque, la notion qu'il faut créer un grand service public de l'alimentation. Mais la Révolution française, vous le savez, va mal tourner, avec 1793. Et après l'élimination de Robespierre, la Révolution française, elle va reprendre ce que la monarchie absolue avait déjà bien commencé. Et ce qu'elle avait bien commencé, c'était de détruire la façon dont les gens ordinaires s'alimentaient. Et ça passait notamment par le fait d'arracher, notamment dans votre région, des millions et des millions de châtaigniers. La châtaigne, on appelait ça à l'époque le pain de bois. La châtaigne, c'était l'alimentation de monsieur et madame tout le monde. Mais c'était une alimentation revendiquée par monsieur et madame tout le monde. Et quand on prend les textes de l'époque, je me suis amusé à le faire dans mon ouvrage, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, la châtaigne, c'est un aliment de feignant. Ça développe la feignantise. Il n'y a pas besoin de perdre sa vie à bosser pour pouvoir vivre. On nous dit, la châtaigne, ça remet en cause les inégalités naturelles. Il n'y a pas besoin d'être un monsieur avec des gros muscles pour arriver à nourrir sa famille. Une femme peut le faire. Et puis on nous dit, la châtaigne, elle est révolutionnaire. Parce que la châtaigne, elle libère du temps. Or, si on a du temps, on peut aller dans les cafés. Et dans les cafés, on discute. Et notamment, on discute politique. Donc on envoie des escadrons pour arracher les châtaigniers. Mais la population se révolte. On a eu des centaines de morts. Les gens refusaient qu'on détruise leur alimentation de tous les jours. Et on a imposé à la place la pomme de terre. Et la pomme de terre, elle a d'abord été monarchique. La pomme de terre, c'est d'abord l'aliment que la monarchie souhaite imposer au peuple. À l'époque, d'ailleurs, la pomme de terre, les bien-nés n'en veulent pas pour eux. Comme on dit en Angleterre, la pomme de terre, c'est bon pour les cochons et les Irlandais. Et en France, on dit la pomme de terre, c'est bon pour les cochons et les Bretons. Donc, le peuple va résister à l'obligation de planter des pommes de terre. Et la Révolution va reprendre la pomme de terre, mais on va quand même la transformer. On va en faire une pomme de terre républicaine. Et la pomme de terre républicaine, elle se mange sous forme de pain. C'est-à-dire qu'on va fabriquer du pain avec un tiers de farine de froment, un tiers de farine de seigle et un tiers de farine de pommes de terre. Parce qu'il n'est pas question de faire manger des pommes de terre par les citoyens et les citoyennes du 19e siècle, du début du 19e siècle. Puisque pour eux, c'est vraiment l'aliment socialement maudit. Le 19e siècle, c'était le siècle gourmand pour la bourgeoisie, pour les 1%, mais c'est le siècle de la malbouffe pour le plus grand nombre. Le mot malbouffe n'existe pas encore, mais la réalité y est déjà. C'est l'époque où on fait l'éloge de la frugalité. L'éloge de la frugalité pour le peuple, pour les ouvriers. On fait à nouveau l'éloge du végétarisme, mais pas avec l'idée de combattre la violence, avec l'idée
Tout simplement que quand on appartient au peuple, on n'a pas besoin de manger de la viande. C'est le moment où, notamment en Angleterre, on va développer la haine du gras, la haine de la graisse. En même temps, qu'on tient un discours anti-féminin et on réprime la sexualité. Le grand enjeu du XIXe siècle, pour l'Académie des sciences, c'est de passer des aliments à la nourriture. C'est la formule de l'époque, passer des aliments à la nourriture. Les aliments, c'est au pluriel, c'est diversifié. La nourriture, on ne sait pas trop ce que c'est. Eh bien, si concrètement, à l'époque, c'est faire manger des os au peuple. C'est la grande époque des substituts alimentaires, avec l'océtine, la gélatine, les bouillons de fausse viande, avec le fameux baron von Liebig, qui commercialise les premiers substituts de viande pour les pauvres. Vous connaissez Paul Lafargue, le gendre de Marx, l'auteur du droit à la paresse, qui a aussi écrit un petit pamphlet extraordinaire contre les falsifications alimentaires. Et notamment ce qu'on appelle le pain dit économique. C'est du pain où il y avait tout, sauf ce qu'on devrait trouver dans du pain. On faisait aussi de la fausse viande. On faisait aussi du vin sans raisin. Le XXe siècle, ça a été, vous le savez, celui de la Révolution verte. Celui du productivisme agricole. La Révolution verte a certes permis de nourrir la France et l'Europe. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu les nourrir avec un autre type d'agriculture et sans détruire les écosystèmes et sans détruire le sol. La Révolution verte, le productivisme agricole a engendré un monde avec toujours moins de paysans. La grande question pour le XXIe siècle, c'est pourra-t-on nourrir 10 ou 12 milliards d'humains avec 400 000 agro-managers, ou ne faut-il pas plutôt miser sur 1,5 milliard de petits paysans? L'agriculture actuelle est incapable de nourrir la population mondiale. D'où la volonté qu'on a évoquée tout à l'heure de sauter par-dessus le mur. Et non pas d'aller vers moins de productivisme, mais vers encore plus de productivisme. Premier grand danger, je l'avais évoqué, c'est le découplage de l'alimentation et de l'agriculture, avec le développement d'un monde sans paysans. Vous connaissez la ferme des 1000 vaches, mais la ferme des 1000 vaches, c'est de l'enfantillage par rapport aux projets qui sont dans les cartons. On prévoit déjà des fermes capables à elles seules de nourrir 100 000, 200 000, 500 000 personnes. Donc des fermes totalement industrialisées. Le deuxième grand danger, c'est le développement d'une agriculture sans élevage, avec des substituts biotechnologiques aux productions animales. Et quel est le principal investisseur aujourd'hui à l'échelle mondiale dans les biotechnologies carnées? C'est Bill Gates. Bill Gates, qui est le principal investisseur des ersatz de poulet sans poulet, des substituts de fromage composés d'amidon, de la viande à partir de cellules souches embryonnaires de dinde et de bovins. Le grand enjeu pour aujourd'hui, c'est d'apprendre à marcher sur nos deux pieds. C'est-à-dire d'un côté d'avoir effectivement de nouvelles politiques agricoles, ce qui veut dire une maîtrise du foncier, ce qui veut dire de garantir le droit aux semences paysannes, de faire que les variétés qui sont non stabilisées, c'est-à-dire non inscrites sur l'inventaire officiel, puissent être cultivées. Mais l'autre pied, à côté des nouvelles politiques agricoles, c'est de nouvelles politiques alimentaires. Et la grande chance pour la France, c'est que ce qu'on appelle la restauration sociale, restauration scolaire, restauration d'entreprise, restauration pénitentiaire, hospitalière, la restauration sociale, c'est plus d'un repas sur 2 en France consommé à l'extérieur. Et avec un peu de volonté politique, on n'en manque pas à la France insoumise, on peut faire de la restauration sociale un levier extraordinaire pour réussir la transition écologique. Moi, je suis, avec la France insoumise, pour le retour en régie municipale de la restauration scolaire.
Mais si on revient en régime municipal, c'est pas pour faire la même chose que les géants de la restauration collective. C'est pour faire une alimentation faite sur place, servir à table. C'est pour aller vers une alimentation relocalisée, ressaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, assurant la biodiversité. Si on doit avoir des petits pois sur la carte de la cantine, au lieu d'avoir toute l'année la même variété, il faut en avoir 10 ou 12 variétés différentes. Il faut aller vers une alimentation de type bio. Il faut développer la permaculture. Et j'ajoute, et je suis content que France Insoumise ait repris cette vieille revendication de l'Observatoire international de la gratuité, qu'il faut aller vers la gratuité de la restauration scolaire. Alors il y a eu des expériences limitées en France, mais nous avons un pays, la Suède, qui depuis plus de 10 ans a garanti la gratuité de la restauration scolaire à tous les enfants d'âge scolaire. Conséquence, eh bien on a su créer un marché suffisant pour rendre possible le développement de l'agriculture paysanne, le développement de l'agriculture biologique, le développement de la permaculture. Donc nous ne sommes pas démunis. La seule certitude que j'ai, c'est qu'on ne pourra pas réussir la transition écologique si on dit aux gens demain ça sera moins bien qu'aujourd'hui. La seule certitude que j'ai, c'est que la planète est déjà bien assez riche pour permettre à 10 ou 12 milliards d'humains de vivre bien. Et ce n'est pas simplement moi ou la France Insoumise qui le disent, c'est l'ONU. L'ONU ne cesse de rappeler qu'il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans, 30 milliards de dollars, pour régler le problème de la faim dans le monde. Et l'ONU ajoute que si on mobilisait 70 à 80 milliards de dollars par an, toujours pendant 25 ans, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Je vais déjà rebondir sur les questions qui ont été posées. Ce que nous montre la Suède, c'est que la volonté politique peut renverser des montagnes. Et qu'effectivement, la commande d'État dont vous parliez a permis non seulement de donner l'alimentation gratuite à tous les enfants, mais de choisir le type d'alimentation. C'est-à-dire de réorienter la politique agricole en modifiant tout simplement le cahier des charges du Code des marchés publics. Et on pourrait, en France, s'inspirer de ce modèle suédois, comme on pourrait s'inspirer des expériences qui ont lieu. Vous citiez votre commune avec sa restauration scolaire 100% bio. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de villes, mais il y en a déjà un certain nombre. Et ça prouve que c'est faisable. Et lorsque c'est difficile, il faut se donner les moyens. La ville de Mouansartou, à côté de Cannes, qui pratique aussi une restauration scolaire 100% bio, a choisi, sous forme de régie municipale, d'installer des paysans qui ont pour mission d'approvisionner les restaurants scolaires, mais aussi les restaurants des maisons de retraite. Donc nous ne sommes absolument pas démunis. Lorsqu'on parle de gratuité de la restauration scolaire, il s'agit bien sûr d'une gratuité construite. L'école publique est gratuite, mais elle est payée par nos impôts. Lorsqu'on parle de gratuité, c'est un produit ou un service débarrassé du prix, mais pas du coût. Gratuité économiquement construite, politiquement, culturellement construite. Et aujourd'hui, en France, il y a des centaines d'expériences en matière de développement de gratuité. Gratuité, on vient d'en parler, de la restauration scolaire, gratuité des transports en commun urbain, gratuité de l'eau vitale, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, gratuité des services culturels, bibliothèques par exemple, et même gratuité des services funéraires. Moi, ça c'est une gratuité que j'aime beaucoup.
la gratuité des services funéraires, qui est pratiquée depuis plus de 10 ans, là aussi par Mouansartou et quelques autres villes. La gratuité des services funéraires, ça repose sur une analyse. Déjà, c'est effectivement le coût exorbitant aujourd'hui des prestations en cas de décès. C'est des prix qui augmentent beaucoup plus vite que l'indice des prix à la consommation. Et puis, ça va au-delà que simplement une question de pouvoir d'achat. Regardons comment le capitalisme, pour pouvoir pleinement se déployer, a dû évacuer la mort. Non seulement aujourd'hui, nous n'avons plus le droit d'être malades, nous n'avons plus le droit de vieillir, à tel point que le mot vieux est devenu presque une insulte, mais il faut presque se cacher pour mourir. Remettons la mort au centre de la vie, non pas pour être morbide, pour être pleinement jouisseur. Et si nous avons conscience de notre caractère fini, mortel, nous aurons peut-être plus conscience du caractère fini de la planète. Et puis nous aurons peut-être plus conscience que l'objectif de la vie ne peut pas être d'accumuler. L'objectif d'une vie, ça ne peut être que de partager et de transmettre. On peut reprocher tout ce qu'on veut à cette société d'hyperconsommation. Il faut reconnaître que c'est une société qui nous fait jouir. Il y a de la jouissance à consommer toujours plus. Mais c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir. C'est une jouissance d'emprise. C'est le toujours plus de richesse économique pour quelques-uns, toujours plus de pouvoir vis-à-vis des autres, de la planète ou sur les animaux. Mais on ne pourra en finir avec cette jouissance d'avoir que si nous sommes capables de lui opposer une autre forme de jouissance, encore plus jouissive, qu'est la jouissance d'être. Que si on se souvient que l'être humain, c'est d'abord un être social. Et c'est la raison pour laquelle il faut mettre la fabrique de l'humain au cœur de nos réflexions et de nos actions. Et dire que, par exemple, demain, oui, il va falloir diviser par 3, c'est le minimum, les émissions de carbone liées à notre alimentation. L'idéal, ce serait même de diviser par 6. Mais si on ne disait que ça serait une façon de dire aux gens, il va falloir apprendre à se serrer la ceinture, un peu beaucoup passionnément, et en plus avec le sourire. Mais ça, on n'y arrivera jamais. Parce que de culpabiliser les gens ou d'appeler à la responsabilité, c'est l'échec assuré. C'est le philosophe Gilles Deleuze qui disait « Seul le désir est révolutionnaire ». Si nous avons la capacité de donner envie, de susciter le désir, eh bien on y arrivera. La restauration scolaire gratuite va dans ce sens-là. Le fait de revenir à un service à table à l'école. Il y a des études qui ont été faites officiellement par le ministère montrant que dans les collèges où on a une cafétéria, le temps moyen du repas est de 15 minutes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe en 15 minutes ? En 15 minutes, je fais le plein de nutriments comme je fais le plein d'essence avec ma voiture. Mais il n'y a rien d'humain qui peut se construire. Donc il faut revenir effectivement à un service à table. Il faut retrouver une certaine lenteur au niveau de l'alimentation. Ce n'est pas par hasard qu'on a nommé le mouvement opposé à la restauration rapide slow food, alimentation lente. Parce que cet hymne à la lenteur, c'est un hymne à l'humanisation. Et ce sont d'abord, j'allais dire, les plus fragiles, les plus pauvres qui souffrent de l'accélération constante de la société. Ralentir, c'est un enjeu social, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu anthropologique. Donc il s'agit bien sûr de réduire les émissions de carbone liées à notre alimentation, mais il s'agit de dire aussi qu'il faut collectivement, parce que nous n'avons pas de réponse toute faite, réapprendre ce que manger veut dire. Et je terminerai là-dessus par un exemple. La table des pays économiquement, je dis bien économiquement, les moins riches, c'est la table la plus riche sur le plan humain, symbolique et rituel. La table des pays économiquement les plus développés, eh ben c'est la table qui a inventé la malbouffe. Eh bien, nous, ce que l'on propose, c'est de mettre l'intelligence collective au service d'un projet de société. Et toutes les études montrent que, contrairement à ce que voudraient faire croire les puissants,
les gens ordinaires, nous tous, les 99%, nous ne rêvons pas de vivre à la façon des 1%. Rappelez-vous, il y a quelques années, Jacques Séguéla, le grand publicitaire du système, qui avait dit, si à 50 ans, on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Moi, j'ai 58 ans, j'ai toujours pas de montre de luxe. Mais c'est pas d'abord parce que j'en ai pas les moyens financiers, c'est parce que j'en ai pas le désir. Sauf que les puissants n'arrivent même pas à imaginer qu'on puisse avoir d'autres désirs, d'autres rêves, d'autres pensées, d'autres façons de vivre que... Et c'est vrai que nous avons trop tendance à accepter la définition que les riches se font des gens ordinaires. Une définition toujours en termes négatifs. En économie, le manque de pouvoir d'achat. En culture, le manque d'éducation. En politique, le manque de participation. En psychologie, le manque d'estime de soi. Tout ça est peut-être en partie vrai, mais masque l'essentiel. L'essentiel, c'est que la première richesse des gens ordinaires, ce n'est pas leur compte en banque. La première richesse des gens ordinaires, c'est ce qu'on construit entre nous. C'est les biens communs, c'est les services publics. Les gens ordinaires, ce n'est pas des riches auxquels ne manquerait que l'argent. Les gens ordinaires, ils ont un autre rapport à la consommation, au travail, à l'argent. Ils ont un autre rapport au temps, un autre rapport à l'espace, un autre rapport au vieillissement, à la maladie, à la mort, donc à la vie. Et il y a ce déjà-là. Et c'est sur ce déjà-là qu'il faut prendre appui pour transformer effectivement la société. Sur la question du foncier, alors vous avez déjà développé beaucoup de choses, je vais simplement donner un exemple. Bien sûr que cette réappropriation des terres est indispensable et bien sûr elle résulte d'un rapport de force. C'est-à-dire qu'il va falloir non seulement un développement de lutte sociale, mais il va falloir aussi faire des lois qui permettent de se réapproprier le foncier. Tout à l'heure, je parlais de Slow Food. Une des émanations de Slow Food, c'est le réseau international des villes lentes, City Slow. Plusieurs centaines de villes qui, à l'échelle européenne, ont choisi de ne pas grandir. Dans la charte des villes lentes, il y a 300 et quelques points. Malheureusement, il n'y a qu'une ville en France. Maintenant, il y en avait deux. Malheureusement, on a perdu une des villes, Grigny. Mais il y a une ville en France seulement qui est adhérente à ce réseau. Concernant le foncier, on nous dit, dans cette charte, il faut laisser les meilleures terres à l'agriculture, les plaines. Il faut d'abord réhabiliter l'ancien. Si vraiment on veut construire, eh bien, il faut construire sur les coteaux. Donc, on n'est absolument pas démunis. C'est d'abord une question de volonté politique. C'est une question de choix de société. Est-ce que l'on pense, c'est la formule que j'ai vu utiliser tout à l'heure, parce qu'on va vers ça, sauf si nous savons nous y opposer collectivement, est-ce qu'on pense qu'on va nourrir la planète avec 400 000 agro-managers, ou est-ce qu'on mise sur 1,5 milliard de petits paysans? Aujourd'hui, bien sûr qu'on ne maîtrise pas le foncier, puisqu'on mise de toute façon sur 400 000 agro-managers. Le foncier n'est pas un problème. Le foncier, ça va servir à construire des golfs. Ou à développer les loisirs motorisés. Mais sûrement pas à nourrir la population. Sur la question des femmes. Alors, il y a plein de thèses qui expliquent la différence de morphologie. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que contrairement à une idée qu'on a souvent eue, c'est que les femmes, au départ, chassaient autant que les hommes. Mais elles ne chassaient pas de la même façon. C'est-à-dire que les femmes avaient, dans toute l'histoire de l'humanité, avaient l'interdiction d'utiliser des objets tranchants. Parce que le grand tabou dans l'histoire, c'était la peur du mélange du sang menstruel des femmes, des règles, et du sang des animaux. Et donc les femmes chassaient en assommant ou en empoisonnant. Notamment pour la pêche, les cours d'eau. Et puis effectivement, quand on a développé, je dirais, la division de la société, une minorité a mis la main sur les stocks
Et puis la moitié de l'humanité a mis la main sur l'accès à la viande. Et les femmes ont été dévolues à des fonctions considérées comme apportant moins de prestige. Tout ceci, ça remonte vraiment très très loin. Sur la situation planétaire actuelle, il y a un chiffre qu'il faudrait presque inscrire sur le fronton de l'hôtel de ville de Mende, à côté de la devise républicaine, c'est la quantité totale de CO2 que la Terre peut digérer chaque année. Si on traduit toutes nos activités, le fait de manger, de s'habiller, de se déplacer, en équivalent CO2, on sait qu'on ne peut pas, mondialement, dépasser plus de 3 milliards de tonnes. La Terre ne peut pas digérer chaque année plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Nous en sommes aujourd'hui à 6,8 tonnes d'équivalent CO2. C'est-à-dire plus de 2 fois ce que la Terre peut digérer. Et nous avons dépassé le maximum de 3 milliards seulement au milieu des années 70. Si on prend au sérieux ce maximum de 3 milliards de tonnes pour 8-9 milliards d'humains, le calcul est vite fait. Ça nous donne à peu près 420-430 kilos d'équivalent carbone par personne et par an. Et ça représente quoi? Ça représente par exemple un vol en avion aller-retour, Paris-New York. Si je prends une fois l'avion dans l'année, il faut arrêter de manger. C'est aussi 5000 km par an en voiture. Mais lorsque je donne ces exemples, c'est sûrement pas pour culpabiliser quiconque. Pour porter ce discours, je fais chaque année beaucoup plus que 5000 km par an en voiture. Ces chiffres, ils sont là pour nous montrer l'urgence, l'ampleur du changement. Mais ils sont surtout là pour nous montrer que la solution ne peut pas être de faire la même chose en moins. La solution, ça ne peut pas être de développer l'austérité. La solution, ça ne peut pas être d'appeler à se serrer la ceinture. La solution, c'est d'inventer des modes de vie radicalement différents. Et des modes de vie, naturellement, partageux, reposant sur la distribution des richesses. Aujourd'hui, à part quelques foldingues, tout le monde est d'accord pour dire qu'on va dans le mur. Mais les stratégies ne sont pas les mêmes. Macron est un digne héritier de ce qu'on appelle le capitalisme vert. Le capitalisme vert, c'est l'idée qu'il est nécessaire d'adapter la planète et l'humanité aux besoins du toujours plus et de l'économie. Adapter la planète, ce sont des centaines de projets qui sont commencés ou à l'étude et qui visent, par exemple, à interposer entre le Soleil et la Terre un immense bouclier composé de centaines de milliers de satellites faisant de l'ombre à la Terre. C'est l'idée de répandre dans l'atmosphère des millions de tonnes de poussière de soufre et d'aluminium pour créer une sorte de filtre. C'est l'idée de développer des puits de carbone pour stocker le carbone. C'est l'idée de jeter dans les océans des milliards de balles, comme des balles de tennis de couleur blanche pour faciliter la réflexion solaire. C'est l'idée d'inventer des vaches OGM, n'ayant plus besoin de ruminer, à cause d'émissions de CO2. C'est l'idée de repeindre en blanc les nuages gris pour faciliter, là encore, les micro-gouttelettes. Nous ne l'aurons pas, tout sera fait. Il existe déjà des dizaines de milliers de brevets dans ce domaine-là. On calcule le retour sur investissement. Tout sera fait plutôt que de remettre en cause les logiques dominantes. Mais il n'y a pas que la planète qu'on veut adapter. Il y a aussi l'humanité. Les 2 dernières grosses colères que j'ai piquées ces dernières années, c'était avec 2 personnes venant en apparence des 2 bords opposés du champ politique. D'un côté, Alain Madelin, l'ancien ministre de l'économie, le père du libéralisme à la française, et d'un autre côté, Jacques Attali, le conseiller des présidents, quel qu'il soit, et surtout de celui-là. Et Attali, comme Madelin, se disent tous les 2 fous amoureux de ce qu'on appelle le transhumanisme. Gardez bien ce mot à l'esprit, le transhumanisme, c'est l'idée que l'humanité telle que nous sommes, avec nos limites, nos faiblesses, ne serait plus à la hauteur.
et qu'il faudrait passer, alors on n'ose pas dire à une surhumanité, ni à une post-humanité, on parle de transhumanité. Il y a 2 mutations qui sont envisagées. Première mutation, passer de l'homo sapiens que nous sommes au cyborg, à l'individu appareillé, avec des dizaines, des centaines de prothèses techniques, intelligentes ou pas. Nous ne l'aurons pas, existe déjà sur le marché des équivalents techniques pour presque tous les organes humains. Et ça va nous être imposé au nom de la plus grande générosité. Ça permettra de rendre la vue à l'aveugle. Mais comme le dénonce mon ami Jacques Testard, le père du premier bébé éprouvette, ce qui est en jeu là derrière, c'est bien d'aller vers l'humanité augmentée. Mais il ne s'agit pas d'augmenter 8-10 milliards d'humains. Il s'agit de cliver l'humanité. Il s'agit de permettre à une petite minorité de devenir des surhommes, pendant que le plus grand nombre deviendra en quelque sorte des sous-hommes. Et à côté de cette première mutation, il y en a une deuxième. Deuxième mutation, c'est passer de l'homo sapiens sapiens que nous sommes à l'homme pharmaceutique, grand consommateur de médicaments, ça a déjà bien commencé, mais aussi de substances d'amplification cognitive afin d'agir sur la composition biochimique du cerveau. Le prix Nobel suédois Anders Sandberg, le grand spécialiste mondial des neurosciences, nous dit, je cite de mémoire, « Demain matin, on va décrypter la formule biochimique du sentiment amoureux. Et on sera capable de se donner ce sentiment à volonté. » Fin de citation. Mais ce qui vaut pour le sentiment amoureux vaudrait pour l'ensemble des sentiments humains. Le manque d'empathie, la tendance colérique. Ce qui est prévu, c'est une sorte de bonheur sur ordonnance. Donc soit nous allons effectivement vers ce meilleur des mondes au sens d'Huxley, soit nous multiplions les pas de côté. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Jamais une société ne revient en arrière. Et puis hier n'était pas idéalisé. Mais soit nous multiplions les pas de côté pour permettre effectivement à 10-12 milliards d'humains de vivre bien. Et nous ne sommes pas démunis. Parce qu'effectivement, je suis convaincu avec beaucoup d'autres qu'existent déjà des ressources intellectuelles, d'autres façons de vivre au sein de la population, mais que la force du système est de les rendre invisibles. Le grand poète Rimbaud, au XIXe siècle, disait qu'il fallait rendre visible l'invisible. Rendre visible l'invisible. Et pour lui, c'était tout un projet politique, un projet de société. Eh bien, moi, je suis convaincu qu'il faut aussi aujourd'hui rendre visible l'invisible. Rendre visible l'invisible, c'est rendre la parole à ceux qui en sont privés. Et l'intérêt du vote France Insoumise, c'est déjà celui-là. Permettre effectivement aux gens ordinaires, aux gens qu'on regarde le plus souvent avec condescendance, qu'on se moque, de se faire entendre. Et rendre visible l'invisible, eh bien ça, tout le travail qu'il va falloir construire dans les années qui viennent, en prenant conscience de la richesse des expérimentations, de tout ce qui, dans la société, ne cadre pas avec la logique dominante. Je vous donne un exemple et je me tais après. J'ai toujours voulu, depuis une vingtaine d'années, expérimenter un certain nombre de thèses avec des communes, des communautés d'agglomération, mais je n'avais jamais eu l'occasion de travailler avec une région entière. Et il y a 3 ans, la région Martinique, en tant que telle, donc le Conseil général, les présidents de région, m'ont demandé, dans le cadre de ce qu'ils appellent le plan d'action pour le développement de la Martinique, d'essayer de réfléchir à côté d'eux sur ce que pourrait être le futur de la Martinique. Ce que nous dit le président de région, Serge Letchimy, c'est que depuis 50 ans, on promet le développement économique à la Martinique. Et on n'a toujours eu que le mal développement. Et donc, il va falloir en finir avec ce discours. Et qu'il faut miser, au contraire, sur la souveraineté. Dans tous les domaines. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté en matière de pharmacopée, en renouant avec les cultures traditionnelles, les autres façons de soigner. Et puis, ce que l'on peut dire, la grande chance de la Martinique, mais c'est vrai aussi pour la Lozère. La grande chance de la Lozère, c'est qu'existent encore des façons de vivre, de penser, qui ne sont pas capitalistes ou qui sont déjà post-capitalistes. Et que si les gens le veulent, eh bien,
on peut développer, on peut étendre ces autres façons de vivre. Et à ce moment-là, nous pouvons effectivement commencer à changer foncièrement la société et en y prenant en plus du plaisir.